L'obscurité au cœur de la forêt du Congo n'est pas l'obscurité d'une pièce sans lumière. C'est autre chose. Elle est verte. Dans la canopée supérieure, à 40 ou 50 mètres au-dessus du sol, la lumière solaire arrive avec toute son intensité équatoriale et transforme les cimes des arbres en une surface presque continue qui capte 95% de cette énergie avant qu'elle n'atteigne les niveaux inférieurs. Ce qui parvient au sol de la forêt du Congo n'est pas de la lumière. C'est un résidu de lumière, un vert filtré et diffus qui, aux heures de midi, offre au sol le même éclairage que celui des latitudes tempérées 1 heure après le coucher du soleil. Pour tout animal qui chasse ici, sous la canopée, cette pénombre permanente n'est pas un désavantage. C'est l'environnement dans lequel ces animaux perfectionnent leur sens depuis des millions d'années. Le Congo, la deuxième masse forestière tropicale de la planète après l'Amazonie. 3 300 000 km² de forêts humides recouvrant le cœur du continent africain, traversé par le fleuve le plus profond du monde, habité par 10 000 espèces de plantes et plus de 700 espèces de poissons dans ses cours d'eau. C'est ici que vivent les 2 grands singes les plus proches de l'être humain qui existent sur Terre. C'est ici que vit le léopard le mieux adapté à la forêt dense d'Afrique. C'est ici que vit un oiseau qui chasse des singes et de petites antilopes avec ses cerfs, un poisson pouvant atteindre 50 kg en eau douce, et un animal dont la découverte par la science occidentale prit tant de temps que des décennies durant. Les zoologues européens considéraient les récits des populations locales comme de la mythologie. Au Congo, ce qu'on ne voit pas est généralement en train de chasser. La forêt du bassin du Congo comporte 4 strates. Le sol, que les botanistes appellent sous-bois inférieur, où l'humidité est constante et pratiquement aucun vent ne parvient à agiter l'air. Le sous-bois supérieur, entre 5 et 15 mètres de hauteur, où arbustes et jeunes arbres se disputent les rares fragments de lumière que la canopée laisse passer. Le sous-canopée, entre 15 et 30 mètres, où les arbres ayant suffisamment grandi pour recevoir quelques heures de lumière directe par jour, déploient leurs couronnes en formes asymétriques maximisant la capture de chaque rayon. Et la canopée supérieure, entre 30 et 50 mètres, où les arbres les plus grands forment la voûte qui détermine tout ce qui se passe en dessous. Chacune de ces strates a ses propres prédateurs et ses propres proies. La forêt du Congo n'est pas un écosystème. C'est 4 écosystèmes superposés partageant le même espace vertical. Au sol, où les racines des arbres forment un réseau d'obstacles, rendant toute course en ligne droite impossible, le léopard s'adapte depuis des millions d'années à un mode de chasse sans équivalent parmi les grands félins du continent. En Afrique orientale, le léopard de savane utilise les acacias comme plateforme d'observation et chasse en terrain découvert où la visibilité peut dépasser le kilomètre. Dans la forêt du Congo, ce même félin a développé un corps et des comportements si différents que certains chercheurs ont proposé ces dernières années de classer les populations de forêts humides séparément de celles de la savane. Le léopard de la forêt congolaise est plus compact, avec des membres légèrement plus courts en proportion au torse que chez le léopard de savane, ce qui abaisse le centre de gravité et facilite les manœuvres entre les obstacles du sous-bois. Sa fourrure, tout en conservant le motif de rosette caractéristique de l'espèce, présente une densité de taches par unité de surface nettement supérieure à celle des léopards de plaine. Dans la pénombre verte du sous-bois, ce motif plus dense crée un effet de rupture de silhouette plus efficace que les rosettes plus espacées du léopard de savane, où le fond lumineux uniforme de la plaine exige un camouflage d'une autre nature. Le léopard de forêt chasse principalement des mangabés, des cercopithèques et des colobes. Des singes de 4 à 12 kg, se déplaçant tant dans la canopée que dans le sous-bois, constituant la proie la plus accessible en termes de taille et d'abondance.
Il chasse également de petites antilopes forestières comme le céphalophe bleu et le céphalophe à front noir, qui évoluent dans le sous-bois inférieur et sont difficiles à détecter et à suivre dans le labyrinthe de racines et de troncs du sol forestier. La technique habituelle du léopard de forêt pour chasser dans cet environnement est l'attente active près des routes empruntées régulièrement par ses proies. Dans la forêt du Congo, les singes et les petites antilopes suivent des itinéraires habituels, obéissant à une logique que le léopard a appris à lire. Les sentiers longeant les cours d'eau où les animaux viennent s'abreuver, les branches de certains arbres produisant des fruits à différentes périodes de l'année et attirant les singes de manière prévisible, les zones de transition entre sous-bois et sol où les animaux arboricoles descendent pour se nourrir des fruits tombés. Un léopard établi sur un territoire connaît ses itinéraires si bien qu'il peut anticiper où se trouvera sa proie demain matin avec une précision que les chercheurs ayant pu suivre des individus équipés de colliers GPS dans des parties accessibles du Congo qualifient de remarquables. L'animal ne patrouille pas son territoire en cercle. Il se déplace de point en point selon une logique qui n'a de sens que lorsqu'on superpose la carte de ses mouvements à celle des itinéraires et des ressources alimentaires de ses proies. Au-dessus du léopard dans la même forêt, littéralement, l'aigle couronné réalise ce que les ornithologues qui l'étudient qualifient d'attaque aérienne la plus sophistiquée de tout rapace du continent africain. L'aigle couronné, avec une envergure de 150 à 200 cm et un poids de 3 à 5 kg, est le rapace le plus lourd d'Afrique, bien que non le plus grand en envergure. Ses serres sont disproportionnellement grandes pour sa taille corporelle. Les postérieurs peuvent atteindre 8 cm de longueur et exercer une pression de fermeture allant jusqu'à 180 kg. Pour mesurer ce chiffre, c'est suffisant pour perforer le crâne d'un cercopithèque adulte d'un seul coup de patte ou pour fracturer la colonne vertébrale d'une petite antilope au moment de l'impact. L'aigle couronné chasse au niveau de la canopée et du sous-canopée, là où les singes se déplacent avec l'agilité que leur confère leur connaissance intime de cet environnement spécifique, bondissant entre les branches avec une précision que les observateurs humains au sol, regardant vers le haut, parviennent rarement à suivre. L'attaque de l'aigle vient par en haut, à une vitesse que les chercheurs ayant pu la mesurer avec des caméras à haute vitesse estiment à plus de 100 km par heure dans la phase finale du piqué. Ce qui rend cette attaque exceptionnellement efficace en forêt dense, où la couverture des branches devrait en principe gêner les manœuvres d'un oiseau de cette taille, c'est la capacité de l'aigle couronné à voler entre les arbres à grande vitesse sans collision. Ses ailes ont un rapport d'allongement, ce que les aéronautes appellent le rapport d'aspect, inférieur à celui des aigles chassant en espace ouvert, ce qui lui confère une plus grande maniabilité au détriment d'une certaine efficacité en vol plané. Il en résulte un oiseau capable de suivre un cercopithèque en fuite entre les branches de la canopée sur des dizaines de mètres avant d'exécuter le coup final. Les singes reconnaissent l'aigle couronné. Le répertoire de cris d'alarme de plusieurs espèces de cercopithèques du Congo comprend des signaux spécifiques pour l'attaque aérienne, distincts de ceux utilisés pour les prédateurs terrestres. Un singe émettant le signal d'alarme aérien provoque dans le groupe une réponse différente de celle déclenchée par le signal terrestre. Au lieu de fuir vers les branches supérieures, où ils sont plus vulnérables aux attaques venant du ciel, les individus du groupe cherchent la protection des branches les plus denses et l'intérieur des couronnes les plus compactes. L'aigle couronné a coévolué avec ces réponses depuis suffisamment longtemps pour avoir développé des tactiques de chasse permettant de les contourner. Dans les groupes comptant plus d'un aigle, des coordinations ont été observées
où un individu attire l'attention du groupe de singes dans une direction pendant que l'autre attaque par la direction opposée, avant que le groupe ait eu le temps de réorganiser sa réponse anti-prédateur. Rien ne prouve que cette coordination soit délibérée au sens où les chercheurs emploient ce terme pour les corvidés ou les cétacés. Mais le résultat fonctionnel est celui d'une attaque sur deux fronts exploitant le temps de latence entre l'alarme et la réponse. Dans la canopée supérieure de cette même forêt, à une altitude où le sol disparaît sous les brumes du sous-bois, les chimpanzés organisent des chasses qui ont redéfini ce que les scientifiques entendent par culture animale. Le chimpanzé, pantroglodyte, partage avec l'être humain entre 98 et 99% du génome fonctionnel selon le segment génomique analysé. Cette proximité génétique se traduit par des capacités cognitives qui recoupent celles des humains sur de nombreux points. Utilisation d'outils, transmission culturelle de techniques entre générations, reconnaissance individuelle au sein du groupe, planification à court terme, coalition politique au sein de la hiérarchie sociale. Les chimpanzés du Congo ont été moins intensément étudiés que ceux d'Afrique orientale en raison des difficultés d'accès à la forêt humide, mais les données disponibles suggèrent que les populations du bassin du Congo possèdent certaines des cultures de l'outil les plus élaborées documentées dans l'espèce. Les chasses au colobes par les chimpanzés sont l'exemple le plus étudié de chasse coopérative chez les primates non humains et l'un des arguments les plus solides dans le débat sur l'intelligence sociale de cette espèce. Une chasse au colobe débute généralement lorsqu'un mâle du groupe repère un groupe de colobes roux dans la canopée et émet une vocalisation spécifique que d'autres mâles du groupe reconnaissent comme signal de chasse. Dans les groupes où ce comportement a été documenté avec le plus grand détail, la réponse à l'appel de chasse entraîne une concentration de mâles qui en quelques minutes se répartissent autour de l'arbre ou du groupe d'arbres où se trouvent les colobes. Ce qui se passe ensuite a été décrit en détail dans des études à long terme menées au sein de communautés de chimpanzés en différents points d'Afrique subsaharienne. Les mâles assument des rôles différenciés que les chercheurs ont classés en 4 catégories. Les poursuivants directs, qui suivent les colobes dans leur fuite. Les bloqueurs, qui se positionnent en anticipant les voies de fuite les plus probables. Les rabatteurs, qui poussent les colobes vers les bloqueurs. Et les embusqués, qui attendent immobiles à des positions stratégiques. La répartition des rôles n'est pas aléatoire. Dans les groupes étudiés, les individus de rang supérieur tendent à occuper les positions d'embuscade qui présentent la plus grande probabilité de capture, tandis que les individus de rang inférieur assument les rôles de poursuite et de rabattage qui exigent davantage d'efforts et génèrent moins de captures individuelles. Ce qui rend cette répartition des rôles cognitivement significative, c'est que chaque individu doit anticiper le mouvement de la proie et les mouvements des autres participants à la chasse pour se positionner correctement. Un bloqueur arrivant trop tard à son poste rate l'opportunité. Un rabatteur qui presse trop fort peut faire fuir les colobes dans une direction où personne n'attend. La coordination exige un modèle mental de ce que font les autres participants et de ce que fera la proie en réaction à ce qui se passe déjà. Les études à long terme menées au sein de communautés de chimpanzés bien connues montrent que le taux de réussite des chasses aux colobes augmente avec le nombre de participants jusqu'à un certain point. Les chasses impliquant 8 participants ou plus affichent des taux de réussite supérieurs à 70%. Tandis que les chasses solitaires ou en duo dépassent rarement 20%. Et il y a quelque chose de particulièrement difficile à expliquer sans faire appel à quelque chose ressemblant à la compréhension de normes sociales. Le partage de la viande après la chasse n'est pas réservé aux participants actifs.
Les individus ayant observé la chasse sans y participer reçoivent fréquemment des parts de viande via des comportements de mendicité que le mâle ayant capturé la proie accepte ou refuse, selon des critères que les chercheurs n'ont pas encore pu entièrement codifier. Au sud du fleuve Congo, là où les eaux du fleuve le plus profond du monde ont joué le rôle de barrière géographique pendant des millions d'années en séparant deux populations d'un ancêtre commun, vit le plus proche parent du chimpanzé qui existe, et en même temps celui qui s'en distingue le plus par son organisation sociale. Le bonobo Pampaniscus partage avec le chimpanzé 99% du génome. Il possède la même capacité cérébrale. Il vit en groupe de taille approximativement similaire. Il occupe le même type d'habitat forestier humide. Et pourtant, la société du bonobo fonctionne de manière si différente de celle du chimpanzé que les primatologues étudiant les deux espèces les utilisent fréquemment comme la paire de contrastes définitive dans les débats sur la relation entre écologie, évolution et structure sociale. Les chimpanzés vivent dans des sociétés dominées par les mâles, où la hiérarchie est maintenue par des coalitions entre mâles, le recours actif à la violence ou à la menace de violence et la compétition directe pour l'accès aux femelles et aux ressources alimentaires. Les bonobos vivent dans des sociétés où les femelles occupent une position centrale dans la hiérarchie sociale, où la violence létale entre membres d'un même groupe est pratiquement absente du registre observationnel disponible et où les conflits se règlent par des comportements de réconciliation d'une fréquence et d'une diversité sans équivalent chez les chimpanzés. Ce que cette différence produit en matière de comportement de chasse est significatif. Le bonobo chasse beaucoup moins que le chimpanzé. Les chasses de vertébrés sont rares dans les communautés étudiées, bien que non entièrement absentes. Le bonobo tire la majeure partie de ses protéines animales des invertébrés et de sources végétales protéinées, plutôt que des chasses coopératives de mammifères qui caractérisent de nombreuses communautés de chimpanzés. Le fleuve Congo, qui sépare ces deux formes d'intelligence sociale, est aussi l'un des cours d'eau les plus extraordinaires de la planète pour ses propres raisons. Avant d'atteindre le fleuve, dans les parties les plus profondes de la forêt où la végétation est si dense que tout déplacement humain sans machette est impossible, vit le plus grand animal terrestre de la forêt congolaise et le plus grand primate de la planète. Le gorille de plaine de l'Ouest, Gorilla gorilla, atteint chez les mâles adultes un poids pouvant frôler les 200 kg et une taille debout comprise entre 1,70 m et 1,80 m. Son nom scientifique, avec la triple répétition de gorilla, est l'un des rares cas dans la nomenclature taxonomique où le nom de genre, d'espèce et de sous-espèce coïncident, et il possède une qualité d'écho qui semble convenir à un animal dont la présence en forêt s'annonce principalement par le son. Le mâle dominant, celui que la terminologie populaire appelle silverback, en raison de la zone de fourrure argentée que les mâles adultes développent dans le dos à partir de 12 ou 13 ans, maintient la cohésion du groupe familial par une combinaison de signaux allant des vocalisations aux démonstrations physiques. La démonstration de battements de poitrine que la culture populaire a érigée en geste définissant du gorille est, dans la réalité du comportement de l'espèce, bien plus qu'une expression d'agression. C'est un système de communication à distance transmettant des informations sur la taille, la santé et l'état d'esprit de l'individu à des récepteurs pouvant se trouver à plusieurs centaines de mètres. Le son produit par les battements de poitrine d'un mâle adulte, amplifié par les sacs aériens que les gorilles possèdent de chaque côté de la gorge, peut s'entendre dans des conditions favorables à plus d'1 kilomètre. Le groupe familial typique du gorille de l'Ouest compte entre 5 et 30 individus, avec un mâle à dos argenté dominant,
parfois accompagné d'un ou deux mâles subordonnés qui peuvent être ses fils ou ses frères, plusieurs femelles adultes avec leurs petits et des jeunes de différents âges en cours de développement. La structure est matrilinéaire en ce sens que les femelles restent fréquemment proches de leur mère pendant des années, mais le mâle dominant constitue l'axe central de l'organisation. À la mort d'un mâle dominant, le groupe se fragmente souvent faute de consensus établi sur qui en assume la direction. Les gorilles de l'Ouest sont principalement frugivores. Dans les mois où les fruits sont disponibles, ceux-ci peuvent représenter entre 60 et 80% de leur alimentation. Dans les mois de moindre disponibilité fruitière, ils compensent avec des feuilles, des tiges, de l'écorce et, dans certains cas, des invertébrés comme les termites ou des larves de coléoptères. Leur passage en forêt laisse des traces que des pisteurs expérimentés savent lire avec précision. Les nids nocturnes construits au sol ou sur les basses branches avec de la végétation pliée, les sentiers tassés par le poids d'un mâle de 200 kg se déplaçant en quadrupédie, les branches arrachées avec l'empreinte inimitable des doigts du gorille. Le Congo est le fleuve le plus profond du monde. Dans certains tronçons de son cours moyen, la profondeur dépasse 220 mètres, davantage que tout autre fleuve dans les archives hydrographiques connues. Cette profondeur exceptionnelle, fruit de la géologie du continent africain et de la puissance érosive d'un débit moyen de 40 et 1000 mètres cubes par seconde, le deuxième débit, le plus important de tout fleuve après l'Amazone, a créé dans les tronçons profonds des conditions de pression, de température et d'absence de lumière s'approchant davantage de celles de l'océan profond que de celles d'un fleuve conventionnel. Dans ces eaux, vit l'animal que les ichthyologues travaillant en Afrique centrale considèrent comme le prédateur d'eau douce le plus redoutable du continent. Un poisson alliant la taille d'un grand prédateur à une dentition qu'aucun poisson de rivière nulle part ailleurs dans le monde ne possède sous la même forme. Le tigerfish géant, Hydrocinus goliath, peut atteindre 1,50 m de longueur et 50 kg. Ses dents, qui chez les adultes dépassent de la gueule fermée, parce qu'elles sont trop longues pour tenir entièrement dans les mâchoires, sont triangulaires et dentelées, comparables en forme et en taille relative à celles d'un requin de récif. Elles sont disposées de telle sorte que la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure s'emboîtent comme un piège. Lorsque le poisson ferme ses mâchoires sur sa proie, les dents du haut et du bas s'interpénètrent, de sorte que toute tentative de la proie de s'échapper en ligne droite l'oblige à se déplacer vers une dent. La fermeture est, en pratique, irréversible pour tout poisson plus petit que l'attaquant. C'est aussi l'un des poissons d'eau douce les plus rapides au monde en accélération lors du sprint d'attaque. Des études réalisées avec des enregistrements à grande vitesse en conditions contrôlées suggèrent des vitesses de sprint comprises entre 30 et 40 km/h, suffisantes pour rattraper des poissons plus petits cherchant à fuir en eau libre. Le tigerfish, géant, chasse principalement d'autres poissons, dont des poissons électriques d'une taille considérable et certaines espèces de silures qui, dans d'autres fleuves, seraient des prédateurs dominants. Les pêcheurs des communautés riveraines du Congo le décrivent comme le seul poisson du fleuve qui inspire quelque chose se rapprochant du respect réservé dans d'autres écosystèmes aux grands crocodiliens. Crocodilien, un animal capable de trancher une ligne de pêche d'une morsure nette et qui, dans certains cas documentés, a attaqué des personnes qui se baignaient dans les tronçons où l'espèce est abondante. Dans le même fleuve, dans les tronçons à courant plus faible où les berges s'élargissent et où des bancs de sable émergent en saison sèche, le crocodile du Nil maintient l'une de ses dernières populations significatives dans le bassin du Congo.
Avec jusqu'à 6 mètres de longueur et 500 kg chez les plus grands individus, le crocodile du Nil est le plus grand prédateur actif du fleuve, capable de capturer des proies allant des grands poissons aux ongulés pesant plusieurs centaines de kilogrammes lorsqu'ils descendent au gué pour s'abreuver ou traverser. La relation entre le tigerfish et le crocodile dans les mêmes tronçons du Congo suit une logique de séparation de niches que les chercheurs de terrain n'ont pu documenter que ces dernières années, à mesure que les populations de crocodiles, décimées par la chasse commerciale de peau au XXe siècle et en cours de rétablissement partiel dans le bassin congolais, sont redevenues suffisamment abondantes pour étudier leurs interactions avec les autres prédateurs du fleuve. Le crocodile domine les tronçons de berge et les eaux peu profondes. Le tigerfish domine les colonnes d'eau dans les tronçons profonds. Entre les deux, la majeure partie des poissons de taille moyenne du fleuve subit simultanément une pression de prédation depuis la surface et depuis le fond. Dans la forêt longeant le fleuve, aux rares endroits où la canopée s'ouvre et où la lumière atteint le sol suffisamment longtemps dans la journée pour qu'y pousse une végétation de plus petite taille et plus nutritive, l'éléphant de forêt africain crée les conditions rendant possible la coexistence de tout le reste. L'éléphant de forêt, l'Oxodonta cyclotis, est une espèce distincte de l'éléphant de savane, reconnue comme telle par la science seulement en 2001, bien que les différences morphologiques entre les deux formes fussent connues bien avant. Il est plus petit que l'éléphant de savane. Les mâles adultes de forêt dépassent rarement 2,5 tonnes, contre 4 à 5 pour le de savane, et ses défenses sont plus droites et plus verticales, adaptées pour briser des branches et creuser dans le sol forestier plutôt que pour les affrontements horizontaux des éléphants de plaine ouverte. Ce que fait l'éléphant de forêt en parcourant la forêt du Congo, c'est créer de l'espace. Chaque itinéraire habituel d'un groupe d'éléphants dans la forêt dense devient avec le temps un sentier dégagé des petits obstacles que d'autres espèces utilisent comme corridor de déplacement. Chaque arbre qu'un éléphant abat pour accéder à l'écorce ou aux fruits crée une clairière où la lumière atteint le sol pendant des années, stimulant la croissance d'une végétation dense et nutritive en ce point. Chaque mare qu'un éléphant creuse dans un lit de rivière asséché pendant la saison sèche constitue un point d'eau que des dizaines d'autres espèces utiliseront dans les semaines suivantes. Les bioacousticiens ayant installé des microphones dans la forêt du Congo sur plusieurs années ont pu quantifier l'impact de l'activité des éléphants de forêt sur la diversité des sons produits par les autres espèces dans leur environnement immédiat. Aux endroits où les éléphants passent régulièrement, la richesse en espèces animales détectées acoustiquement est significativement plus élevée qu'en des points comparables sans activité éléphantine. La création de clairières, l'ouverture de sentiers, la disponibilité d'eau supplémentaire dans les mares creusées, tout cela se traduit par une plus grande diversité de ressources et donc une plus grande diversité animale. Un éléphant de forêt adulte consomme entre 150 et 200 kg de végétation par jour. Sur l'ensemble de son territoire, qui peut dépasser 100 km² dans les zones de plus forte densité du bassin congolais, il disperse les graines de 3 à 500 espèces végétales différentes à travers ses fesses. Cette dispersion de graines à longue distance est ce qui permet à certaines des espèces arborées les plus grandes de la forêt de se reproduire. Leurs fruits sont trop volumineux pour être dispersés par tout autre animal présent dans l'écosystème. Sans l'éléphant de forêt, ces espèces se retrouveraient confinées aux abords des arbres mères, en concurrence entre elles pour l'espace, et perdraient à long terme du terrain face aux espèces bénéficiant de meilleurs agents disperseurs. L'éléphant de forêt est l'ingénieur de l'écosystème qui rend possible l'existence de cet écosystème tel que nous le connaissons.
Le retirer ne simplifie pas le système, il le déstabilise. L'okapi, Okapia johnstoni, suscite l'incrédulité depuis si longtemps qu'il vaut la peine de s'arrêter sur son histoire scientifique avant de décrire l'animal. À la fin du XIXe siècle, les explorateurs européens travaillant au Congo belge commencèrent à recevoir des récits des peuples pygmées décrivant un grand animal vivant dans la forêt dense, rayé sur les pattes comme un zèbre, mais ressemblant davantage à un cheval qu'à un bovidé. Les zoologues européens de l'époque rejetèrent ces témoignages comme des identifications erronées d'animaux connus ou comme des exagérations folkloriques. Ce n'est qu'en 1901 que les premiers spécimens parvinrent en Europe, et la science dut reconnaître que dans la forêt du Congo vivait depuis tout ce temps un grand animal dont personne dans le monde académique ne soupçonnait l'existence. L'okapi est le seul parent vivant de la girafe. Les rayures blanches sur les pattes postérieures et la croupe ne constituent pas une adaptation au camouflage au sens où le sont les rayures du zèbre. L'okapi n'a pas de prédateur voyant en noir et blanc qui serait déstabilisé par l'effet dazzle du motif. Ces rayures sont un signal de reconnaissance intraspécifique dans la pénombre du sous-bois. Les petits suivent leur mère dans l'obscurité relative de la forêt en se guidant sur le motif des rayures. Un jeune qui perd sa mère de vue dans le sous-bois peut la retrouver parmi les troncs et la végétation grâce au contraste du blanc sur le brun sombre. L'okapi possède une langue de 35 à 45 cm de longueur, la même adaptation que la girafe, qui s'en sert pour atteindre la végétation entre les épines des acacias. Chez l'okapi, cette langue lui permet de se nettoyer les yeux de la poussière et d'atteindre des feuilles et des fruits dans des positions qui seraient autrement inaccessibles dans le sous-bois congolais. C'est un animal solitaire. Les rencontres entre individus hors de la période de reproduction sont rares et brèves, le territoire des mâles se superposant à celui de plusieurs femelles, mais avec peu de contact direct entre eux en dehors de l'accouplement. Avec entre 10 000 et 35 000 individus, estimés dans une distribution se limitant presque exclusivement au bassin du Congo, l'okapi est classé en danger par l'UICN. Sa rareté en tant qu'objet d'étude n'est pas seulement le produit de son comportement farouche. La forêt du Congo, pour des raisons politiques et de sécurité qui font depuis des décennies partie de la réalité du pays, est l'un des environnements de recherche de terrain les plus difficiles et les plus dangereux de la planète pour les chercheurs en vie sauvage. La forêt du Congo est l'écosystème continental le plus menacé et le moins protégé de la planète en termes relatifs. 90% de la forêt qui la compose se trouve en République démocratique du Congo, un pays dont l'histoire récente a été dominée par des décennies de conflits armés, d'extraction de ressources minérales sans régulation effective et d'effondrement des institutions étatiques responsables de la gestion du territoire. Dans ce contexte, la conservation de la biodiversité est en concurrence depuis des décennies avec des urgences que les responsables de la gestion du territoire ont systématiquement jugées plus prioritaires. La viande de brousse, terme désignant la chasse d'animaux sauvages pour la consommation humaine en Afrique centrale, représente la menace la plus directe pour les populations des espèces les plus grandes de la forêt congolaise. Dans le bassin du Congo, on estime qu'entre 1 et 5 millions de tonnes de viande de brousse sont prélevées chaque année, incluant des éléphants, des gorilles, des bonobos, des chimpanzés, des okapis et des dizaines d'autres espèces. Dans de nombreuses communautés rurales du bassin, la viande de brousse n'est pas une tradition culturelle secondaire. C'est la source de protéines animales la plus accessible dans des contextes où l'accès à des protéines domestiques est limité par la pauvreté et l'effondrement des réseaux de distribution alimentaire. L'extraction artisanale de minerais, notamment le coltan,
un minéral contenant du tantale et du niobium, utilisé dans la fabrication de composants électroniques, a directement détruit des parties importantes de la forêt dans des zones qui, sans cela, seraient restées pratiquement sans perturbation humaine. Les sites d'extraction artisanale dans la forêt congolaise sont des foyers de chasse intensive supplémentaires, car les mineurs ont besoin de protéines animales pendant les mois passés en forêt sans accès au système de distribution alimentaire. La déforestation industrielle, bien que présente à une échelle relative moindre qu'en Amazonie ou dans les forêts d'Asie du Sud-Est, progresse depuis les marges du bassin, là où les réseaux routiers permettent l'accès à l'industrie forestière. Chaque nouvelle route pénétrant dans la forêt ne se contente pas d'extraire du bois. Elle ouvre l'accès à des chasseurs qui ne pouvaient auparavant pas atteindre ces zones, augmente la pression de chasse dans un rayon de plusieurs kilomètres de chaque côté de la voie, et fragmente l'habitat continu en parcelles que les espèces à grand territoire, notamment les grands singes, le léopard et l'éléphant de forêt, ne peuvent utiliser avec la même efficacité que la forêt continue. Le gorille de l'Ouest, Gorilla gorilla, avec entre 95 000 et 130 000 individus de la sous-espèce de plaine de l'Ouest et entre 250 et 300 individus de la sous-espèce de la rivière Cross, est classé en danger critique d'extinction. La sous-espèce de plaine de l'Est, Gorilla beringei groeri, compte entre 3 500 et 4 000 individus et est également en danger critique d'extinction. Le bonobo compte entre 10 000 et 50 000 individus, avec une incertitude d'estimation reflétant la difficulté de dénombrer une espèce dans un habitat inaccessible et politiquement instable. Le chimpanzé, avec entre 170 000 et 300 000 individus répartis dans plusieurs pays d'Afrique occidentale et centrale, est le grand singe le plus abondant. Mais sa distribution est sévèrement fragmentée et le taux de perte d'individus par chasse et perte d'habitat dépasse, dans de nombreuses populations, le taux de reproduction. L'UICN le classe en danger. L'éléphant de forêt africain a perdu entre 60 et 65% de sa population entre 2002 et 2013, sous l'effet conjugué du braconnage pour l'ivoire, qui a connu une recrudescence dramatique pendant cette période, alimentée par la demande du marché asiatique et de la perte d'habitat. Il est classé en danger critique d'extinction, la catégorie la plus élevée avant l'extinction. Depuis 2021. L'aube dans le bassin du Congo arrive de la même façon depuis 65 millions d'années. Le son précède la lumière. Les primates qui dorment dans les arbres commencent à vocaliser avant que l'obscurité ne se dissipe. Les insectes du sous-bois basculent leur rythme de chant du mode nocturne au mode diurne avec une précision qui n'a pas besoin d'horloge, parce que l'horloge, c'est la température. Et la température change avec la même régularité que toujours. Quelque part dans la canopée, un groupe de chimpanzés qui a dormi dans des lits de branches construits dans les cimes se met en mouvement avant que la lumière n'arrive. Ils se dirigent vers l'arbre fruitier qu'ils observent de loin depuis 2 jours, s'assurant d'arriver avant le groupe rival qui contrôle le territoire adjacent. Dans le sous-bois inférieur, où la nuit n'a jamais vraiment disparu et où la lumière de l'aube tarde encore davantage à pénétrer, le léopard immobile depuis des heures près du passage du Mangabé ajuste sa position d'1 centimètre. 1 seul centimètre. La branche sur laquelle repose sa patte antérieure gauche s'est mise à vibrer d'une façon que ses récepteurs vibratoires tactiles dans les coussinets lui indiquent comme étant le signe que quelque chose se déplace vers ce point depuis le nord, dans le fleuve où le courant ne s'arrête jamais et où la profondeur rend le jour et la nuit sans signification. Le tigerfish est en mouvement depuis des heures, suivant les traces acoustiques des poissons qui s'agitent en surface à mesure que la lumière commence à descendre
et que les poissons diurnes s'activent. La forêt du Congo est depuis 65 millions d'années le lieu où les solutions les plus complexes aux problèmes les plus difficiles de la biologie sont éprouvées simultanément. Le léopard et l'aigle couronnés en compétition pour les mêmes singes depuis des altitudes différentes. Le chimpanzé et le bonobo démontrant que la même quantité d'intelligence peut produire des systèmes sociaux opposés selon les conditions qui les ont façonnés. L'éléphant de forêt construisant l'habitat dont tous les autres ont besoin sans le savoir. Le tigerfish et le crocodile divisant le même fleuve en zones de domination respectées depuis des millions d'années sans que personne ne les ait jamais négociées. Cette complexité a mis 65 millions d'années à se construire. Les formes de son démantèlement sont à l'œuvre depuis moins d'un siècle. Et contrairement au cycle d'extinction du passé géologique que l'écosystème du Congo a absorbé et dont il s'est remis en des échelles de tant de millions d'années, cette fois le processus se déroule en décennies et l'écosystème ne dispose pas de mécanisme de réponse calibré pour cette vitesse. Dans l'obscurité verte du sous-bois, le léopard prend son élan. Le mangabey qui ne l'a pas vu venir émet le son que font les mangabey en pareil moment. Et la forêt du Congo continue d'être ce qu'elle a toujours été. L'endroit où rien n'est certain, où tout est connecté, et où la vie qui est là depuis le plus longtemps est aussi celle qui a le moins de garanties d'y rester.